Il s'était retourné plusieurs fois sur son lit au cours de la première demi-heure, mais maintenant, il respirait avec difficulté et poussait parfois un soupir qui ressemblait plutôt à un gémissement étouffé. Je braquai ma torche électrique sur lui. L'expression du visage de mon oncle, troublé sans doute par les rêves étranges que notre situation lui inspirait, révélait une grande agitation et ne lui ressemblait pas le moins du monde. Il était d'ordinaire fort calme et bienveillant. Or voici qu'une série d'émotions semblait s'emparer de lui. Je crois que c'est surtout cette variété d'émotions qui me troubla particulièrement. Mon oncle haletait et se retournait de plus en plus troublé, les yeux maintenant mi-clos. Il semblait avoir perdu son identité et incarner plusieurs hommes. On eût dit qu'il s'était en quelque sorte aliéné. Tout à coup, il commença à murmurer. Et je frissonnai en regardant sa bouche et ses dents. Les mots qu'il prononçait furent d'abord indistincts. Puis, j'y reconnus en sursautant quelque chose qui me remplit d'une terreur glaciale. Le vénérable Eli Whipple marmonnait en français, et les quelques phrases que je pus reconnaître semblaient se rapporter au mythe ésotérique qu'il avait adapté d'un fameux périodique parisien. Soudain, la sueur envahit le front du dormeur. Il se dressa brusquement, à moitié... Éveillé, ses bribes de français se transformèrent en un cri anglais. Et il s'écria d'une voix rauque. Ensuite de quoi il s'éveilla complètement. Mon visage reprit une expression normale. Et mon oncle me prenant par la main commença à raconter un rêve qui, lorsque comprit l'essentiel, me remplit de terreur. Il avait commencé par entrer dans une série toute normale d'images oniriques. Une scène s'était déroulée dont l'étrangeté n'avait aucun rapport avec ses lectures. Il se trouvait dans ce monde sans y être, une confusion géométrique ténébreuse dans laquelle il pouvait apercevoir les éléments d'objets familiers entrant dans des combinaisons inusitées et troublantes. C'était comme un ensemble désordonné de tableaux surimprimés les uns sur les autres. Une disposition dans laquelle les principes mêmes du temps et de l'espace semblaient se diluer et se télescoper de la manière la plus illogique dans ce tourbillon kaléidoscopique d'images fantasmagoriques surgissait parfois, pour ainsi dire, des instantanés d'une singulière netteté, mais d'une hétérogénéité incroyable. Un moment, mon oncle crut qu'il gisait dans une fosse inconsidérément ouverte, bordée d'une foule de visages furieux, encadrés de boucles désordonnées et coiffés de tricornes qui lissaient ses gros yeux. Puis, il eut le sentiment de se trouver à l'intérieur d'une maison. Une vieille maison, apparemment, dont les détails et les habitants se métamorphosaient constamment. Il n'avait aucune certitude quant au visage et aux meubles, ni même à la pièce, car les portes et les fenêtres paraissaient subir les conséquences de ce flux au même titre que les objets plus mobiles. C'était étrange, vraiment étrange. Et mon oncle m'en parla presque timidement.
comme s'il craignait de n'être pas cru lorsqu'il déclara que... Parmi ces visages insolites, beaucoup avaient les traits des Harris. En tout cas, il éprouvait une sensation d'étouffement comme... Si quelque présence... insinuante, présence... s'était logée dans son corps et essayait de s'emparer des sources même de sa vie. Des sources... Même de sa vie. Je m'étais endormi, le dos tourné au fauteuil sur lequel était assis mon oncle. De sorte qu'en me réveillant brusquement, je vis la porte qui menait à la rue, la fenêtre au nord, le mur, le plancher et le plafond du côté nord de la pièce, le tout... photographié avec une netteté morbide dans mon esprit, dans une lumière plus... vive que n'en émettait... La lueur des champignons. Ou les rayons de la rue. Ce n'était pas une lumière forte, ni même assez forte. Elle n'était pas assez dense pour permettre la lecture. Mais elle projetait l'ombre du lit et de mon corps sur le plancher. Il avait une nuance jaunâtre d'une intensité pénétrante qui évoquait quelque chose de plus fort que la luminosité. Je perçus ce phénomène et m'en alarmai, bien que 2 autres de mes sens fussent également alertés. J'avais toujours aux oreilles l'écho de ce cri déchirant. Toujours aux oreilles l'écho de ce cri déchirant. Et mes narines se révulsaient devant la puanteur qui envahissait les lieux. Mon esprit, aussi vif que mes sens, reconnut aussitôt la gravité de ces éléments insolites. Et presque automatiquement, je bondis et me retournai pour saisir les instruments de mort qui devaient se trouver sur les moisissures devant la cheminée. En me retournant, je redoutais ce que j'allais voir, car le cri que j'avais entendu ne pouvait avoir été poussé que par mon oncle, et j'ignorais contre quelle menace je devrais le défendre et me défendre. Dans ce sombre mélange de bleu et de jaune, le corps de mon oncle avait commencé à se liquéfier d'une manière révulsante. Il est impossible de décrire l'essence de cette liquéfaction. Ni les degrés de métamorphose que révélait son visage. Et que seule la folie pourrait concevoir. Il devenait à la fois le diable et... la multitude. Charnier et cavalcade. À la lueur des rayons mêlés et incertains, ce visage gélatineux prenait une douzaine, une vingtaine, une centaine de formes. S'enfonçait en grimaçant dans le sol sur un corps qui fondait comme du suif. Caricature parfaite de légions étranges, pourtant familières. Je vis les traits de tous les Harris. Hommes, femmes, adultes, enfants. Puis les traits des vieux et des jeunes. Des raffinés et des brutes, des amis et des ennemis. Pendant une seconde, surgit une contrefaçon dégradée d'une miniature de la pauvre Robbie Harris, que j'avais vu au musée de l'école de dessin. Puis je crus apercevoir le visage osseux de Mercy Dexter, tel que je me la rappelais d'après un tableau dans la maison de Carrington Harris. Vers la fin, un curieux mélange de visages de serviteurs et de babies apparut près du sol spongieux. Où une flaque de graisse verdâtre s'épaississait. Et les traits grimaçants semblaient se combattre et chercher à retrouver l'expression habituelle. De mon oncle. J'aime à croire qu'il existait encore en cet instant-là et qu'il essayait de me dire adieu. Je octai moi-même un adieu, la gorge sèche en trébuchant dans la rue. Un petit filet de graisse me suivit par la porte, sur le trottoir lavé par la pluie. Le reste est obscur et monstrueux. Pas une âme dans la rue pluvieuse. Personne au monde à qui j'osasse raconter ce qui s'était passé. Je déambulais au hasard. Puis, l'aube grise parut, toute humide, à l'est. Et la vieille colline, avec ses vénérables clochers,
se détacha sur le ciel et m'attira vers le lieu où je devais poursuivre ma terrible tâche. Bon, c'était pas Moi, ce qui m'a fait rire, c'est l'histoire des vampires qui parlaient français. Des graisses sexuelles. Avec la maison. C'était La Maison Maudite de Howard Phillips Lovecraft, traduit par Yves Rivière, aux éditions Robert Laffont, avec Jean-François Delacour, Jean Champion, Sheila Coren-Tissot, Henry Humbert, Barry Heschler, Jean-Michel Hoster, Isabelle Patet, Julia Vaidis-Bogart, Eric Mancio-Rigaud, Anne-Cécile Crapi, Alain Delanis, bruitage Frédéric Antoine, prise de son et mixage Michel Kreis et François Bittard, assistant Patrick Molinier.